le monde. Bonsoir. Bonsoir Adriana. Bonsoir Chloé, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Pourquoi sommes-nous ici, Adriana? Pour faire un ciné-débat sur le thème des films Pixar. En effet, nous sommes ici pour le ciné-débat pour l'association Look at the Screen, où on va vous parler de Pixar. Ok, bah continuons. Du coup, Effectivement. qu'est-ce que Pixar? On peut dire que c'est tout simplement un studio d'animation américain qui a fait tous ces chefs-d'œuvre. Exactement, qui réalise des films du coup en 3D et en images de synthèse. Il faut savoir que Pixar en fait à la base appartenait en fait à Lucasfilm, qui est du coup une société qui appartient à George Lucas, jusque-là pas de surprise, et qui a été rachetée par Steve Jobs dans les années 80 à peu près. Ouais, je savais. Et qui en fait à la base vendait plutôt des systèmes pour les ordinateurs, surtout en fait pour les gouvernements et le système médical. Et ils avaient un client particulier qui était en fait Disney. Et c'est vrai qu'au début, en fait, cette entreprise qu'a racheté Steve Jobs perdait énormément d'argent. Et un beau jour, Disney leur a commandé 3 films. Et quelques années plus tard, leur ont confirmé qu'ils allaient distribuer ces films-là, donc en 1995, si je dis pas de bêtises, et produit et réalisé Toy Story. Vers l'infini et au-delà. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais la production de Toy Story a été un enfer. Ah ouais? Apparemment, ouais, ils ont eu énormément de problèmes informatiques et ils ont failli perdre le film entier, genre 2 fois. Ils ont perdu 60% de ce qu'ils avaient créé et ils ont retrouvé les rushs grâce à une informaticienne qui était enceinte, qui travaillait chez elle, qui avait gardé quelques séquences animées avec les personnages. Ils ont pu tout recréer par rapport à ça. Ça a été une galère pas possible, mais ça valait le coup. Après plein d'années de production, ça valait le coup. Parce que le film est sorti en 95 en France, 94 aux États-Unis, je crois. A été un succès. Bah, il y a de recettes, je veux dire 350 millions à peu près de recettes brutes. Mais voilà, mais du coup, comment ont-ils réussi par la suite à autant nous impacter? Parce que c'est bien de faire un film, mais parfois certaines sociétés font un film et se cassent la figure par la suite. Et c'est pas le cas de C'est vrai de que là, Pixar. ils ont vraiment enchaîné les succès à chaque fois. Chaque film a été un succès, que ce soit Ratatouille, il y a que Rebelle qui c'est un peu moyen, mais même lui il s'est remboursé quoi. Mais il y a Cars, Nemo, tous ont été des succès. Donc il y a plusieurs réponses à cette question. Déjà la première chose qui est frappante dans Toy Story, c'est, je pense que c'est le point de vue qu'ils prennent dans leur film qui est tout à fait novateur. Par exemple, dans Toy Story c'est le point de vue d'un jouet qui est normalement inanimé, qu'on ne pense pas à le faire parler, à le faire avoir des émotions. Et voilà, en fait ils insufflent des émotions dans des objets du quotidien, dans des animaux, dans des choses auxquelles on ne pense pas et qui permettent d'explorer une nouvelle façon de voir le monde, que ce soit à travers un point de vue d'insecte, un point de vue d'un jouet qui est totalement attaché à son propriétaire, d'un rat qui a un rêve fou de devenir cuisinier. Et en fait je trouve que c'est vraiment très novateur et que ça attire vraiment tout le monde, quoi. Ça attire les enfants, ça attise la curiosité des grands. Donc je pense que déjà c'est un point très fort qu'ils ont su mettre en place dès le début. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'en termes de scénario, ils sont vraiment très très bons. Parce que comme tu viens de le dire, ils touchent en fait deux styles, c'est-à-dire les enfants et les adultes, donc les petits et les plus grands. Et c'est vrai que c'est assez révolutionnaire pour de l'animation en fait au final. Là où d'habitude c'est des choses quand même assez pour les petits et tout, là c'est vrai qu'on a deux formes un peu de scénario dans Pixar. C'est qu'à chaque fois on a ce thème qui ressort qui est beaucoup lié à la famille ou la solidarité. Et avec ça, un autre thème qui peut être justement un sujet beaucoup plus triste, qui va parler aux adultes, c'est-à-dire par exemple dans Là-haut, on a le personnage par exemple du grand-père qui est Carl, qui fait rire les enfants, voilà, avec même son copain Russell, le petit garçon et tout. On se dit bah super, c'est un grand-père qui vole avec une maison avec plein de ballons, et on se rend compte que l'autre thème c'est aussi du coup ce monsieur qui a besoin d'aller dans les chutes, jusqu'aux chutes un peu du Niagara entre guillemets, pour pouvoir faire le deuil
de sa Ouais. femme. Du coup, c'est vrai qu'il y a le scénario est très bon, enfin, ils sont très forts là-dedans Ouais. pour toucher vraiment effectivement les deux styles, quoi. Et puis même dans d'autres films, on peut retrouver vraiment des critiques de la société, comme dans Wall-E, on retrouve une critique de la société plutôt américaine, j'ai l'impression, de surconsommation, de toujours être dans le développement de technologies pour nous rendre plus paresseux, on va dire, pour nous faire moins de choses. Donc voilà, je trouve ça vraiment étonnant de trouver ça dans des films pour enfants, mais au final ça marche très bien, parce que le message il passe complètement. Complètement. Non, c'est vrai, t'as raison, il y a une forme de avant-gardiste en fait, c'est vrai, un peu aussi, c'est ça qui nous parle. Encore une fois, ça, les enfants voient un petit robot qui travaille en faisant des blocs avec les déchets, et les adultes voient en fait un monde qui nous pend au nez entre guillemets, mais au final qui est pas si loin de cette réalité, parce que au final on est quand même entre les robots, l'intelligence artificielle et le fait qu'on détruit petit à petit notre planète. Donc c'est vrai qu'ils sont de plus en plus forts, et même dans certains films là qu'ils ont réalisés et produits, même comme Vice Versa, qui est quand même un film assez déroutant, parce que pour une fois on parle vraiment de ce qui peut se passer dans la tête, donc on est quand même sur un film assez psychologique aussi. Ouais, totalement. On se dit waouh, là pour le coup, est-ce que vraiment un enfant pourrait vraiment comprendre ce qui se passe? Enfin, on est en train de parler de d'une crise d'adolescence. C'est ça. Au final, c'est pas prendre l'enfant pour un débile, quoi, lui dire je vais le nourrir de prince et de princesse. Exactement. Et là, on lui donne des valeurs, des buts dans la vie, et c'est vraiment une bonne chose, quoi, pour Pixar. Après, j'aimerais revenir sur un point un peu plus technique. Ouais. Je trouve c'était beaucoup présent dans Toy Story et ça a beaucoup marqué les gens. En fait, les jouets qui sont normalement figés, enfin qui n'ont pas d'expression, justement sont hyper expressifs. Et ça grâce à l'animation 3D, parce qu'ils avaient des centaines et des centaines, c'était genre 700 micro-expressions, déplacement du corps dans l'espace, chacun une façon de bouger, ce qui les rend ce qui les rend individuels, quoi. Et ils ont une personnalité et ils ont, comme j'ai dit, des expressions, des émotions. Donc on peut, même si ce sont des jouets, des poissons, des voitures, on peut comprendre leurs émotions et on peut totalement s'attacher à ces personnages. Complètement. C'est vrai que t'as raison, on peut carrément se personnifier. S'identifier, merci. S'identifier à ces personnages-là, et j'avais même vu un article où on disait justement Pixar aime bien aussi casser un peu les codes. Par exemple, surtout du moins Toy Story, par exemple dans le 3, je crois, on a un nounours qui est tout rose et qui est tout mignon, et nous on se dit il ne peut être que gentil, et ils aiment casser ces codes, de se dire en fait le nounours qui est tout rose, tout mignon, tout gentil va être en fait un tyran. Et en fait, ils vont se bagarrer un peu contre les humains. Et à l'inverse, l'un des meilleurs copains de Woody, qui est le dinosaure, là, Pixar casse l'image de ce méchant T-Rex, etc., qui en fait a peur de tout, parce que c'est vrai que son copain, le dinosaure, là, est un froussard comme pas deux, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez marrant, effectivement, qu'il casse complètement les codes, et qu'il joue avec ça, et qu'en fait, on puisse aussi s'identifier en se disant, en fait, peut-être qu'on est des T-Rex au fond de nous qui avons peur de tout, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, les personnages, ils sont très gris, en fait. Par exemple, tu parlais du nounours. J'ai vu Toy Story 3 il y a quelques années, je crois déjà. Mais il a des motivations valables, en fait. C'est qu'en fait, il a peur d'être rejeté, c'est qu'il a peur d'être abandonné. Et c'est des trucs qu'on peut totalement penser. Donc il a fait des actes, genre il s'en est pris à Woody et sa bande, mais au final on comprend ses actes. Donc voilà, et même Woody est pas tout clair, quoi, parce que il est égoïste, il est un peu prétentieux dans Toy Story 1 surtout. Donc c'est pas tout rose, tout bonbon, c'est la vraie vie, quoi. Complètement. On a des blessures, on a des deuils à refaire. C'est ça, il veut pas partager Andy, en fait, t'as raison, dans le premier, il veut pas partager Andy. Comme au final, est-ce que si on pousserait le truc, un enfant ne veut pas partager ses parents, tu vois, à la venue d'un nouveau-né, se dire non, c'est mon père ou c'est ma mère, comme Woody dit, c'est Andy, c'est mon propriétaire, et aucun autre jouet peut être son préféré, quoi. Et là où Buzz arrive et fait un peu le bordel, quoi. Ouais. Il y a un truc qu'on peut dire aussi qui rejoint ta chronique de les films Pixar sont pour tout le monde. J'ai remarqué que de plus en plus les scénarios des films Pixar sont portés sur les contes du monde entier. Notamment ça a commencé avec Rebelle, on va dire, avec les mythes et légendes de l'Irlande. Donc ça continue avec Coco, là on parle de
de la musique afro-américaine dans Soul. Moi je l'ai pas vu Soul, Ouais. mais je crois que ça parle de ça. Donc voilà, ils commencent à toucher un peu à tout. Et donc je pense que c'est très bien pour les enfants du monde de voir leurs légendes et leurs histoires que leur grand-mère leur raconte, être sur un grand écran, et voilà, avec une belle animation, des couleurs, des chansons. Je pense que c'est bien pour... on se sent inclus en fait. Ouais. Donc je pense que c'est une belle tournure que Pixar prend. Je suis d'accord, ouais, c'est vrai que sur la culture, t'as raison, tu marques un point assez intéressant, effectivement, où on découvre un peu différentes cultures dans le monde à travers, effectivement, Pixar, comme tu dis, Rebelle, je sais pas si c'est l'Irlande ou l'Écosse, Rebelle. Ah, c'est plutôt l'Écosse, je sais plus, mais t'as raison, avec ce folklore qu'il y a tout autour, Coco, même Ratatouille, au final, on a quand même ce pari qui est assez drôle, parce qu'au final, c'est vraiment le pari que les Américains pourraient avoir, enfin, que le pari qu'on a en s'imaginant en se disant ça c'est Paris, c'est vraiment Paris, genre venez à Barbès, je vous garantis des ratatouilles il y en a, mais ils font c'est pas le même quoi. Ils font pas des linguines, ils font pas des ratatouilles hein. Mais non, c'est vrai, oui, t'as raison. Et puis tu disais, hein, t'as dit quelque chose tout à l'heure sur les princes et princesses, effectivement, qui est assez important, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de prince dans les Pixar. Enfin, il n'y a pas de prince, princesse, comme on peut avoir chez Disney, dans Cendrillon, dans Blanche-Neige, la personne qui a besoin d'être aidée, etc. C'est vraiment ce truc de... j'ai l'impression que c'est plus un truc où on est solidaire. Enfin, c'est soit t'apprends de tes erreurs, un peu comme Méridia dans Rebelle, t'apprends, mais il y a toujours cette notion de famille, soit on est toujours tous ensemble, comme les Indestructibles, Nemo, etc. Où vraiment, vice-versa, voilà, de se dire qu'au final, il y a un peu ce message de peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, peu importe les aléas, les moments durs, à partir du moment où tu es accompagné, que tu as accompagné des bonnes personnes, tu arriveras à aller au-dessus en fait, enfin à passer outre, à partir du moment où tu arrives à être entouré. Donc c'est un peu ça, je trouve que parfois dans certains moments dans Pixar, il y a un peu ce truc où tu as l'impression qu'il nous porte, enfin qu'il nous prend par la main et on dit voilà, tu vas passer outre ce problème, le deuil, le fait de, par exemple, Rebelle, que ta mère, elle s'inquiète, parce que c'est ça aussi un peu la base, le film, parce que ta mère, elle va te dire ce qu'il faut faire, ce qu'elle veut que tu deviennes, mais parce qu'elle s'inquiète pour toi, comme n'importe quelle maman peut s'inquiéter pour sa fille. Donc il y a beaucoup de jolis messages comme ça qui, effectivement, parlent, en fait, plus ou moins à des adultes et des enfants, et où l'enfant ne capte pas tout de suite, quoi. Je pense qu'on peut avoir... effectivement des enfants qui peuvent revoir des films Pixar et se dire oh, j'avais pas vu ça. Ouais, c'est un peu la magie de Pixar de se dire ah ouais de se sentir grandi quoi, de se sentir grandi, de reconnaître des thèmes et même des problèmes qu'on a traversés, par exemple l'adolescence, par exemple des enfants qui dans 7-8 ans revoient vice versa et ils se disent ah ouais mais j'ai eu ces mêmes problèmes avec mes parents, ils prennent du recul et ça fait réfléchir quoi. Donc, non, c'est vraiment une bonne chose. C'est vrai. Et puis ouais, t'as raison, en regardant vice versa, parfois tu te poses la question de te dire ah ouais, même toi qui sommes adultes, entre guillemets, enfin ça dépend pour qui. On essaye. Mais ouais, voilà, on essaye de grandir. Mais se dire ah ouais, c'est vrai que j'étais plus grincheuse à ce moment-là, en période d'adolescente, et même toi tu te dis ils sont justes quand même dans nos émotions qu'on peut avoir, et c'est assez fort, ouais, assez fort de sens. C'est vrai que ouais, un peu comme DreamWorks qui arrivait à faire pour Shrek et tout, ces doubles lectures, un peu pour certains, même si je crois qu'ils étaient un peu en guerre de ce que tu m'expliquais un peu. Justement, dès le début, en fait DreamWorks a été lancé dès les années 90 aussi, au début des années 90, avant la sortie de Toy Story. Mais en fait, dès le deuxième film de Pixar qui a été Mille et une pattes, qui prend le point de vue de fourmis dans un monde d'insectes, DreamWorks a sorti un film dans l'année qui a suivi ou dans les mois qui ont suivi, un film qui s'appelle Ants, je sais pas, et qui prend le point de vue de fourmis aussi, qui a une quête un peu similaire de je quitte la fourmilière pour me retrouver et tout ça. Complètement. Donc voilà, et plusieurs films se sont enchaînés où il y a eu des ressemblances un peu troublantes. Il y avait Nemo, le monde de Nemo et Gang de requins qui se passe dans un monde aquatique, on suit des poissons. Il y avait aussi Madagascar et un autre film Pixar mais qui était beaucoup moins connu, je ne me rappelle plus de ce que c'était, cette info n'est pas sûre. Mais voilà, donc il y a eu beaucoup de ressemblances et du coup DreamWorks a été accusé de plagiat par Pixar, mais ça n'a jamais abouti vraiment. Mais ce qu'on peut retenir de ça, c'est que Pixar a juste a beaucoup influencé ses contemporains, ses cinéastes
qui ont vu cette nouveauté apparaître. Voilà. En fait, ce qui est bien avec la 3D, c'est qu'on peut vraiment tout recréer, toutes les situations possibles, tout est possible en fait. Donc je pense que ça élargit énormément les possibilités de narration en fait. Et voilà, c'est une bonne chose. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça nous permet de pouvoir faire des choses, de belles choses. Mais nous avons un mais. Oui, on a beaucoup parlé, on a glorifié exactement. Pixar. Cette vidéo n'est pas rémunérée d'ailleurs par Pixar, donc on s'est peut-être dit justement il nous faudrait... Ouais, ça se trouve, ils vont nous dire ouais c'est super, vous avez 2 animatrices extraordinaires. Sympa. Voilà. Et du coup oui, on voulait mettre quand même un mais pour les films Pixar et en particulier un film qui vient de sortir d'ailleurs, qui est sorti le 25 décembre, qui est en fait Soul. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, toi tu m'as dit que non, du coup pas encore. Donc je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas, mais c'est juste que je vous invite à le voir pour qu'on puisse en débattre justement par la suite, dans les commentaires et tout. Genre. Mais voilà, exactement, on lance le débat. Parce que pour une fois, c'est un film qui sort complètement un peu des codes entre guillemets de Pixar. Parce que pour l'avoir vu, même avec mes parents, on se dit que c'est quand même en fait un sujet qui est très... qui est très fort et on se demande si vraiment en fait on pourrait le montrer à des enfants. Il va pas être traumatisé et tout, mais je veux dire, je sais pas si l'enfant va pas lâcher à un moment donné parce que c'est vraiment quelque chose qui est... C'est quoi le thème du film ? La mort. Ah d'accord. Mais vraiment, genre okay, c'est la mort. Donc ouais voilà, donc c'est pour ça que je ne vous dirai pas plus parce que vous n'êtes absolument pas prêt pour ce qui va se passer. Enfin vraiment, genre je ne vous dis absolument rien. Et c'est ce sujet-là. Et donc c'est incroyable. Enfin c'est la mort et en même temps la construction de toi-même. Et du coup je vous invite à le voir, mais du coup pour des enfants qui regardent par exemple Nemo, Toy Story, etc. Je me demande si vraiment ils peuvent comprendre quelque chose. Et c'était pour ça un peu ce questionnement, parce qu'il y avait déjà eu Vice Versa qui était déjà un truc où on se disait bon, je sais pas si tu mets un enfant de 6 ans devant, si vraiment il reste pendant des heures et tout. Et là, c'est vraiment un truc qui est compliqué, qui est lourd. Tu t'en ressors et tu te dis, ok, tu te poses un peu la question. En fait, on perd un peu de cet univers un peu enfantin qui plaisait beaucoup. Exactement. Non seulement aux enfants, mais aux adultes aussi, parce qu'il y avait une sorte de nostalgie de son enfance avec les jouets, avec les super-héros, ça faisait un peu comics et tout. Donc on perd de cette nostalgie, c'est ça ce que tu dis ? C'est ça, c'est que là c'est vraiment un film, je trouve, pour adultes, enfin entre guillemets, vraiment, on traite d'un sujet qui est compliqué et il n'y a pas d'autres choses pour faire un peu relâcher la pression des trucs un peu drôles, enfin voilà. Après c'est ma vision, donc je vous invite vraiment à le voir. Je ne vous laisse pas spoil, ne vous inquiétez pas, si vous lisez le synopsis, c'est un peu ce qui se passe. Et vous n'êtes absolument pas prêts, donc je ne vous ai même pas spoilé l'histoire, donc voilà, vous ne pourrez pas imaginer ce qui se passe. Après, c'est peut-être une nouvelle direction artistique que prend le studio, qui serait complètement à l'inverse de Disney, qui reste un peu dans ses clous de princesse, de contes autour du monde, de choses comme ça. Et là, du coup, Pixar serait beaucoup plus dans une animation mature. Donc ouais, ce serait très intéressant de les voir évoluer là-dedans aussi. Complètement. Donc voilà, donc j'ai hâte que vous regardiez, que tu regardes et qu'on puisse en débattre à travers les commentaires ou après tous ensemble. Pas dans un bar, mais voilà. Malheureusement. Bientôt. Bientôt. Du coup, on va parler aussi des théories en fait qui peuvent peupler le monde de Pixar, et une théorie en particulier qui est la théorie de Negroni, de John Negroni en fait, qui est un fan de Pixar et qui était parti en fait du principe que Pixar était en fait un seul et unique univers. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait tous les films seraient dans un seul et unique monde. Et ça commencerait par Rebelle, qui est en fait au Moyen-Âge, donc en Écosse, où Rebelle en fait a des problèmes avec sa maman et se rend compte que la magie peut l'aider à régler ses problèmes. Donc elle va voir une sorcière qui vit dans une petite cabane, qui arrive à se téléporter avec, via des portes, etc. Ça c'est important de noter.
et qui a en fait des animaux qui se comportent de manière un peu humanoïde, et pareil pour les objets. Et en fait, de là, on a un peu ce clin d'œil où Pixar dit que potentiellement les animaux peuvent être intelligents et être à la hauteur des humains, et pareil pour les objets. Donc du coup, quelques années se passent, et du coup, on va avoir développé donc l'intelligence des animaux, donc via par exemple Nemo, Ratatouille, là-haut, donc Nemo, comme on le voit bien, ces poissons qui se parlent, qui ont conscience que cet enfant est kidnappé par des humains, donc un peu la guerre entre les humains et les poissons. Ratatouille, qui du coup est pareil, donc ce petit rat Rémi qui a conscience qu'il peut cuisiner, et que du coup il est dans des cuisines parisiennes et qui arrive même à contrôler du coup, Linguini. Et là-haut, où en fait, là, on découvre que les chiens, entre guillemets, peuvent parler, mais dans le sens où leur propriétaire leur a mis des colliers pour justement leur faire parler, etc. Et en fait, on se doute qu'il y a du coup le propriétaire qui a une conscience que l'animal peut être intelligent et qui va les doter du coup d'intelligence qui leur permettent de parler. Dis bonjour. Bonjour. Serait-ce ce chien qui vient de dire bonjour? Et d'ailleurs, le clin d'œil aussi dans Les Indestructibles, avec Syndrome, qui veut détruire justement le papa indestructible. J'ai perdu son monsieur indestructible. Bob. Merci, Bob, exactement. Mesdames et messieurs, il est trop fort, je suis indestructible. Et en fait, on a aussi du coup ces machines qui veulent détruire Bob, mais on voit bien que ça commence un peu à... Elle commence aussi un peu à réfléchir par elle-même et de se dire, bon bah voilà, ça sent pas bon, parce que du coup, elles agissent un peu toutes seules. Donc il y a tout ce truc de ces machines, donc qui deviennent un peu intelligentes, donc l'humain qui arrive plus ou moins à gérer ces machines, qui vont partir dans l'espace, parce qu'en plus ces machines-là donc polluent énormément et l'humain perd complètement la notion de ces machines-là, donc part dans l'espace comme on peut voir dans Wall-E, où l'humain justement est enfermé dans des vaisseaux. Et d'ailleurs les machines deviennent dangereuses parce qu'on les voit obèses dans des fauteuils à regarder des trucs, c'est marqué hit, hit, hit. Ils deviennent l'esclave des machines. Exactement, pendant que Wall-E sur Terre, lui, gère justement du coup tous les déchets. Et on en vient à dire qu'on est aussi du coup avec ces machines artificielles, on en vient à Cars, qui est là où on voit vraiment toutes ces voitures du coup qui arrivent à gérer toutes seules, qui font leur vie, où vraiment on est sur une vie... de machine. Et en même temps, on a du coup ce Wall-E. Ça part très loin, c'est pas ma théorie, hein. Je vous mettrai un lien en description, enfin je vous mettrai le petit lien Allociné qui explique ça. Mais du coup, voilà, donc Wall-E, on a à la fin de Wall-E, en fait, avec elle, il découvre une botte avec une petite plante, et ce serait en fait l'arbre de Mille et une pattes, qui plante, donc qui pousse des années plus tard, et qu'en même temps que Mille et une pattes, donc ces insectes-là ont réussi à survivre, les animaux qui étaient sur Terre, eux, sont devenus un peu plus ou moins des monstres, du coup monstres et compagnie, qui eux vont se nourrir en fait de la peur des enfants pour avoir de l'électricité, etc., via des portes qui justement les emmènent dans une dimension qui est complètement différente, et surtout la dimension de boue. Et c'est là où en fait la théorie de Negroni se rejoint en disant qu'en fait Boo serait en fait un peu le lien de tous ces films et serait du coup la sorcière de Rebelle, parce qu'en fait elle aurait découvert un peu le futur via Sully, etc., Monstres et compagnie, en découvrant que c'est possible de voyager à travers des portes, et que du coup on retrouve dans Rebelle, où en fait elle est magicienne, elle a des super pouvoirs, entre guillemets, elle fait justement bouger les objets, les animaux, et qu'elle peut voyager à travers les portes, et du coup aller dans n'importe quel endroit, et on aurait un peu cette théorie où elle chercherait Sully. Et d'ailleurs dans Rebelle on voit une gravure, justement c'est pour ça que ça met à la puce à l'oreille, une gravure de Sully en fait dans le film Rebelle, d'ailleurs dans la hutte de la sorcière. Donc voilà, donc encore une fois, je vous mettrai une petite image une chronique de Allociné qui expliquera mieux que moi, mais voici un peu la théorie qui est pas si con quand elle est posée comme ça, et tu te dis si c'est si c'est la vérité, je veux dire, la vérité, tu te dis quand même qu'ils sont super forts, quoi.
Mais du coup, pour conclure, on peut dire que Pixar a vraiment marqué le monde du cinéma grâce à ses techniques révolutionnaires d'animation 3D qui ont ouvert un champ illimité de possibilités de narration, de création de personnages, d'émotions, c'était vraiment incroyable. Et voilà, qui réussissent à chaque film se renouveler, être en tête au niveau de la technologie, enfin, voilà, ils sont toujours premiers dans l'animation. Donc voilà, mais dans l'animation 3D, du coup on peut se demander, est-ce que l'animation 2D, le dessin traditionnel, est-ce qu'il est encore pertinent dans notre cinéma? Qu'est-ce qu'il peut apporter par rapport à la 3D? Est-ce qu'il est encore utile, quoi? Est-ce qu'il n'est pas désuet? Donc voilà, c'est une petite réflexion que je vous lance, qui est très intéressante, je trouve. Moi j'aime beaucoup l'animation 2D. En fait, j'aime beaucoup l'animation de base, mais l'animation 2D, ça a vraiment une touche... Enfin, je ne vais pas m'éparpiller non plus, mais ça a vraiment une touche plus intime, je trouve. Oui. Enfin, voilà. Donc c'est un débat en soi, mais voilà. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. On va lire les questions que vous nous avez posées, et on va y répondre tout simplement. Complètement. Donc, première question. Moi, je dirais que Disney, c'est vraiment une narration très traditionnelle. Ils ont repris des contes du monde entier, mais des contes très traditionnels. Par exemple, Cendrillon, La Belle et la Bête, ce sont des contes français très anciens. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres trucs La Belle au Bois dormant, tout à fait. Donc eux, ils sont vraiment dans la tradition des contes européens, et là, ils se développent aussi de plus en plus vers d'autres sortes de contes. Donc je pense que Pixar, ça a été tout simplement l'occasion de sortir de ce schéma un peu répétitif et de proposer autre chose, comme on avait dit notamment avec une nouvelle technologie de 3D, de nouveaux personnages et tout. Donc je pense que c'était une manière un peu d'expérimenter, quoi. Complètement. Et que je pense que, ouais, t'as raison, c'est qu'en fait c'était propre à Disney le coup des princes et princesses, et que celui qui a, comment dire, le scénariste de Pixar, je vais vous le citer après, il faut que je retrouve le nom, s'est dit qu'en fait, c'est que si en plus il allait faire de l'animation, mais pour faire des princes et princesses, il n'allait absolument pas avoir de nouveautés, à part juste la 3D, mais au final, c'est ça, comme tu disais juste avant, c'est que si ça a fait un boom, c'est qu'il y avait la technologie et le scénario, et qu'en fait les deux choses mêlées a explosé, et que du coup il était même un peu avant-gardiste, parce qu'il s'est dit voilà, on n'a pas besoin de princes et de princesses pour faire rêver les enfants, et il l'a fait dès 1995, quoi. Et ce que Disney reprenait d'ailleurs. Tout à fait, il y a bien une princesse qui est Mérida dans Rebelle, mais les codes sont complètement cassés, elle est un peu garçon manqué, elle aime le sport, elle aime l'équitation, donc voilà, ils ont utilisé le personnage d'une princesse, mais en lui donnant une vraie caractérisation et en la sortant des clichés habituels de se faire sauver par un prince, enfin juste une tradition très ancestrale de voilà, la femme qui se fait... Complètement, qui se refuse d'être mariée de force et tout, parce que c'est ça. Mais d'ailleurs, ce que Disney commence un peu à apprendre, entre guillemets, dans le sens où avec Vaiana et tout, il y a très peu de princes, même la Reine des Neiges 1, on a beau critiquer les musiques, les machins, mais c'est un des premiers Disney où il y a quand même ce truc où le personnage principal est une princesse qui n'a pas besoin de prince, et que l'autre, sa sœur, se marie avec un mec qu'elle connaît depuis 3 jours et qui se révèle être une mauvaise personne. Et il y a un beau message aussi derrière. Je trouve que pour une fois, dans un Disney, on dit attention, ne te marie pas avec un mec que tu connais depuis 3 jours, quoi. Parce qu'au final, les anciens Disney, c'est un peu ça, quoi. C'est en mode Belle au Bois dormant, tu m'embrasses, ok, on se marie. Ouais, Cendrillon, je t'ai vu à une soirée, bon, c'est pas bon, on se marie maintenant. J'ai ta chaussure en main, voilà. Bah, c'est le coup de foudre, ouais, c'est un peu romantique aussi. Exactement. Du coup, j'espère qu'on a pu répondre à ta question. Donc, deuxième question. Oui, on a des anecdotes sur Pixar. Je sais pas si tu veux commencer ou... Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau pour Toy Story, la production a été très très laborieuse, parce que ils ont failli perdre 2 fois le film, les fichiers du film, mais la deuxième fois ils avaient perdu 60% de leur travail qu'ils avaient déjà entamé,
ils ont réussi à retrouver quelques fichiers chez une des programmatrices, des animatrices, qui était enceinte et qui travaillait chez elle sur son ordi personnel. Donc ils ont récupéré tous les fichiers là-bas, ils ont dû tout recommencer presque à zéro, tout réanimer et tout ça. Mais... Donc voilà, ça a donné le film qu'on connaît, mais c'est peut-être une bonne chose de tout recommencer. On a peut-être évité des erreurs. Ouais, Des... complètement. Et d'autres anecdotes, pour reprendre Toy Story par exemple, des produits dérivés. Il faut savoir qu'à la première, à la sortie du film, donc Toy Story 1, il n'y avait absolument aucun produit dérivé parce que on avait proposé justement à des entreprises de jouets de faire des produits dérivés parce que qui mieux que des produits dérivés, que ce soit des jouets, je veux dire, c'est pas français, mais qu'est-ce qui est le mieux en termes de produits dérivés que des jouets, en sachant que le film parle de jouets. Et à l'époque, en fait, on ne croyait pas en ce film, du coup, ils ont refusé de faire des produits dérivés. Et en fait, Toy Story, quand il est sorti, il n'y avait absolument aucun produit dérivé. Et c'est qu'après que les produits, donc les jouets comme Buzz, Woody, etc., sont sortis et qui ont fait un carton plein, quoi. On peut aussi citer quelques éléments communs qui reviennent dans certains films. Par exemple, un camion Planète Pizza, ouais. C'est ça qu'on voit d'abord dans Toy Story et qui revient dans Ratatouille, il me semble, dans les autres Toy Story. Complètement. Et dans d'autres films qu'on va citer ici. Et beaucoup de films aussi, donc dans Monstres et compagnie, on a Boo, la petite fille qui, je pense, est l'un des personnages les plus mignons de cette... moi je l'aime pas du tout. Ah bon, on comprend. Non, du coup, Boo, dans Monstres et compagnie, tient une peluche Nemo, qui du coup fait un clin d'œil au film qui va se produire. Dans Nemo, du coup, on a un petit garçon qui, dans la salle d'attente, lit une BD indestructible. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On avait Rebelle, du coup, avec la sorcière qui, fait une gravure de Sullivan. Dans la salle d'attente, pareil, dans le monde de Nemo, on a un Buzz qui qui est par terre en termes de jouets. Et Monstres et compagnie, à un moment donné où ils font des sushis, on a Nemo derrière, qui n'est pas en sushi, mais qui est du coup dans le paravent. On va vous mettre des images. Ouais. Et on peut dire que ça étaye un peu ta théorie de tous les univers sont connectés, tous les films sont connectés dans un même univers. Donc on peut penser qu'il y a une entreprise Planète Pizza qui est dans tous les univers complètement Pixar, complètement. Etc. Voilà. C'est ça, et qu'ils avaient réfléchi, si je dis pas de bêtises, il y avait quand même beaucoup, par exemple là pour Monstres et compagnie, Boo avec Nemo. Nemo n'était pas du tout sorti, je veux dire, c'était vraiment avant Nemo, donc il y a quand même ce truc où, encore une fois, on se demande à quel niveau c'est poussé en fait, se dire voilà, on fait des clins d'œil dans chacun de nos films pour annoncer le prochain film ou le prochain thème de notre film. Donc c'est vrai que c'est assez brillant, quoi. Ouais. Il y a un dernier élément qui revient très régulièrement dans les films Pixar, c'est le nombre, le matricule même, A113, qui, vous pouvez le voir, il est plusieurs fois dans plusieurs films, qui est en fait le nom de la salle d'études où étaient John Lasseter et ses collègues, on va dire. Ouais. John Lasseter qui est l'un des créateurs de Pixar, réalisateur, producteur, scénariste, un grand nom de l'animation. Donc voilà, il était là avec ses camarades en train d'écrire des films. Voilà. Et donc il a retenu ce nom de salle qui devait lui être cher. Il le met dans plusieurs de ses films. Ouais. Voilà. John Lasseter qui est du coup le scénariste que je cherchais tout à l'heure. Du coup le revoilà, ce monsieur Lasseter. Voilà. Donc voilà, ce ciné-débat touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ce thème vous a plu, qu'on a pu vous informer, vous avez pu découvrir des choses que vous ne connaissiez pas sur Pixar. Et on se dit à bientôt, au prochain ciné-débat avec du coup Jérémy et Clément. Voilà. Au revoir.